Merci à toutes et tous. Et j'ai effectivement le plaisir de recevoir deux personnalités de renom pour poursuivre cet après-midi avec vous. Vincent Martini, qui est historien et politologue français, et François Gémen, qui est enseignant à HEC Paris, spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations. Venez me rejoindre, messieurs. Vous pouvez les applaudir. Allez, on se met là. Voilà, comme ça, ce sera parfait. On a une grosse heure à passer ensemble. Donc, vous avez compris, j'ai le plaisir d'animer cet échange avec vous. Vous vous connaissez déjà tous les deux. Ça fait... Voilà, c'est pas une rencontre cet après-midi. Ah non, parce qu'on a écrit le livre ensemble déjà. Et voilà, ça part de là. Donc c'est préférable. Mais je croyais que c'était... Ça nous aide. Mais je croyais que vous aviez travaillé avec une thèse même. On a fait notre thèse en même temps. On a fait une thèse en même temps, mais voilà. Ça c'était il y a plus longtemps. Voilà, donc ça fait vraiment très longtemps que vous vous connaissez. Donc je vais quand même... Faut pas exagérer très longtemps. Très longtemps Julien, quand même. Julien, je vous en prie. Et si la nostalgie généralisée de cette parenthèse fantasmée des 30 Glorieuses nous empêchait de considérer les défis qui s'imposent au présent et d'y faire face? On a parlé de passé dans ce discours, on a aussi parlé d'avenir, et vous vous interrogez dans cet ouvrage collectif, sur cette... faut-il finalement, jusqu'où faut-il s'interroger sur le passé? Est-ce bien raisonnable? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être considérer davantage le présent et surtout nous permettre d'aller voir le futur grâce à cela? Que cherchons-nous vraiment quand nous rêvons des 30 Glorieuses? Confort matériel, optimisme ou simple illusion d'un monde plus sûr? Que cherchons-nous dans ce récit nostalgique qui nous empêche de penser le présent? Derrière ces interrogations se pose en filigrane celle-ci: faut-il en finir avec le mythe des 30 Glorieuses? Je vais me tourner d'abord vers vous, Vincent Martini, puisque vous avez dirigé cet ouvrage collectif avec de nombreux auteurs, dont François Gemène qui est à votre gauche. Il y a également Éric Fotorino, Maya Mazoret, Dominique Méda, Michel Perrault ou encore Thomas Chesler. Voilà, je ne les ai pas tous cités, mais parmi une douzaine d'auteurs. Donc voilà, Laurent Berger aussi. Et donc c'est un livre extrêmement riche. Et vous allez pouvoir nous expliquer la naissance de cet ouvrage dans une première partie. Et puis après, on va dialoguer ensemble dans un entretien croisé et commencer à réfléchir à des questions. On va vous donner aussi la parole par la suite. Alors Vincent Martini, comment est née l'idée de cet ouvrage, Les Temps Nouveaux, paru au Seuil en début d'année? Alors bonjour à tous, merci de votre accueil. Peut-être dire en quelques mots de quoi on parle déjà, avant qu'on dise comment est né le livre. Donc ce livre s'appelle Les Temps Nouveaux, en finir avec la nostalgie des 30 Glorieuses. Alors il faut bien nous entendre, on ne dit pas que vous n'avez pas le droit d'être nostalgique du passé. C'est-à-dire que les gens soient individuellement nostalgiques de leur jeunesse ou d'un temps même parfois qu'ils n'ont pas connu, après tout, pourquoi pas. Ce qui nous intéressait dans ce livre, c'était en quoi les récits politiques sur le passé parfois nous enferment, c'est-à-dire ils nous empêchent de penser le présent à l'aune de ce qu'est le présent. Et en pensant les 30 Glorieuses comme une période qui certes a été à plein d'égards extraordinaire, donc le but n'est pas du tout de le nier, c'est pas un ouvrage critique des 30 Glorieuses, c'est un ouvrage qui dit les 30 Glorieuses ont correspondu à une ère de prospérité entre 1945 et 1975. Aujourd'hui, cette ère de prospérité qui s'est terminée dans certaines modalités ne doit pas renaître selon les mêmes modalités. C'est-à-dire que les conditions d'établissement d'une société de prospérité pour demain ne peuvent pas et ne doivent pas être les mêmes que celles qu'ont connues les 30 Glorieuses, tout simplement parce que les 30 Glorieuses, elles ont aussi porté en germe en partie les crises que nous connaissons aujourd'hui. Et en un mot, pour répondre à votre question sur comment est né ce livre, tout simplement parce que François et moi, on est de la génération qui est née juste après la fin des 30 Glorieuses. Et on se rendait compte, quand on discutait les uns les autres, qui était une partie de gens de notre génération, qu'on avait toujours connu, dans notre adolescence et notre vie adulte, l'idée que nous étions en crise. Crise de société, crise du travail, crise économique, crise de la croissance, crise environnementale, etc. Et que, quand vous grandissez dans l'idée qu'il y a une crise, vous avez l'impression parfois, vous connu là-dedans, qu'il y a des éléments aussi nouveaux qui sont quand même pas complètement nuls ou inintéressants, et que cette crise, on a commencé à la penser en termes de mutation. Et lorsque le point de départ, juste pour l'anecdote de ce livre, c'est vraiment la conférence de presse d'Emmanuel Macron en janvier 2024, lors de laquelle Emmanuel Macron avait dit 15 jours avant la conférence de presse qu'il adorait la bagnole. Je le cite, que dans la conférence de presse, il a fait l'éloge de l'uniforme, il a dit que la France devait rester la France, là citant les termes d'Éric Zemmour.
Et j'ai eu un petit déclic de me dire, tiens, c'est marrant, parce que c'est vraiment un discours complètement imprégné des 30 Glorieuses, et dans ce qui me semblait, en partie en tout cas, ne pas aller. Et donc j'avais fait un commentaire pour un journal, et ce commentaire avait bien fonctionné, et donc j'ai eu cette idée de solliciter des gens que j'admirais, que j'estimais, pour pouvoir réfléchir ensemble à non seulement pourquoi hier c'était pas forcément mieux, mais surtout pourquoi il y a énormément de choses incroyables qui nous arrivent aujourd'hui. On vit une période de mutation absolument extraordinaire, même si elle nous inquiète, et qu'il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose. Et vous, François Gemène, du coup, Vincent Martini vous a embarqué dans cette aventure collective. Pourquoi avoir dit « OK, ça m'intéresse », au-delà d'être avec d'autres auteurs dans cet ouvrage? Il y a une question qui a résonné chez vous, forcément, dans cet ouvrage. D'abord parce que j'aime beaucoup Vincent et qu'il a toujours de bonnes idées. Mais aussi parce que, effectivement, quand on s'intéresse, comme je le fais, à la question environnementale et en particulier à la question climatique, j'étais frappé de deux choses. La première chose, c'est que le débat public aujourd'hui est quand même largement orienté autour de cette idée que c'était mieux avant. Et que donc il y a cette sorte de nostalgie des 30 Glorieuses ou ce fantasme selon lequel on vivait mieux avant. Et par ailleurs, les 30 Glorieuses, c'est aussi l'époque, d'un point de vue climatique, où les choses se sont accélérées, où les émissions de gaz à effet de serre ont explosé. Et c'est largement cette époque qui explique la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et la raison pour laquelle les jeunes générations mettent souvent la génération des boomers au banc des accusés. Et ce qui me frappe, notamment en enseignant à beaucoup d'étudiants, c'est à quel point aujourd'hui nous avons beaucoup de mal à nous projeter dans un avenir positif. Parce qu'il y a l'éco-anxiété qui est évidemment compréhensible, parce que nous avons globalement l'idée que la transition va nous amener à vivre moins bien demain, qu'il va falloir faire des sacrifices, renoncer à certaines choses, que les conditions de vie vont être plus difficiles. Et de ce fait, je crains que nous nous perdions un certain sens de l'idée de progrès. Le progrès, c'était la confiance quant au fait que demain serait meilleur qu'aujourd'hui, qui lui-même était meilleur qu'hier. C'était l'idée que nos enfants mèneraient une vie meilleure que la nôtre, qui nous-mêmes menions une vie meilleure que celle que nos parents et grands-parents avaient connue. Et le problème, c'est que si nous ne parvenons pas à nous projeter positivement dans l'avenir, d'abord nous allons évidemment faire de moins en moins d'enfants, c'est déjà le cas, et surtout, nous allons être tentés par une aventure politique qui me semble extraordinairement dangereuse et délétère, c'est-à-dire celle de faire revivre les 30 Glorieuses, celle de nous réfugier dans le passé, celle de Make America Great Again. Et tout le projet trumpiste, c'est évidemment de remettre au goût du jour, y compris en termes de politique énergétique, une sorte de passé fantasmé de l'Amérique, l'ordre social des 30 Glorieuses, la politique énergétique des 30 Glorieuses, et c'est évidemment cette idée de se réfugier dans le passé parce que l'avenir nous inquiète. Et nous voyons bien qu'en Europe, nous ne sommes pas immunisés contre cette tentation politique, et c'est pour ça que je crois qu'il est tellement important d'en finir, non pas avec les 30 Glorieuses en elles-mêmes, mais par ce fantasme des 30 Glorieuses que nous voudrions remettre au goût du jour. Donc en finir avec ce récit, quelque part, qu'on se raconte entre nous. Ce récit du c'était mieux avant. Du c'était mieux avant. Vous partagez cette inquiétude par rapport, enfin cette analyse par rapport à l'inquiétude, forcément. Forcément, puisque en fait on l'a pensé ensemble. Donc oui, je partage totalement cette idée. Et j'ai ajouté par rapport à ce que vient de dire François que on peut même dire qu'aujourd'hui, la société politique, c'est-à-dire l'intégralité des partis politiques, et en tout cas une grande partie d'entre eux, est tentée par le récit nostalgique. C'est-à-dire que nous avons fait collectivement, en tout cas en politique, des 30 Glorieuses une sorte de maître étalon de la bonne société. Voilà. Là, c'était la société de l'insouciance, de la consommation sans limite, d'un monde dans lequel les limites environnementales étaient inconscientes, ou en tout cas non conscientisées, en tout cas pour la majorité, je veux dire, je ne parle pas pour une minorité de décideurs qui avaient déjà conscience en 72 avec le rapport Meadows des limites de la planète, de ce monde finalement qui nous paraissait plus simple. D'abord, on a voulu démythifier l'idée que ce monde était simple pendant les 30 Glorieuses, tout simplement parce qu'il faut se souvenir qu'en 1965, lorsqu'il y avait eu un sondage pour Paris Match, ce qui m'avait beaucoup frappé quand je l'avais retrouvé, eh bien, 75% des Français pensaient qu'ils vivraient de leur vivant une guerre nucléaire. Bon,
Ça prouve que tous les futurs n'étaient pas envisagés de manière favorable. On a toujours l'idée que, en fait, pendant les Trente Glorieuses, les gens se fichaient complètement de l'avenir, mais il y avait des inquiétudes très profondes liées à la guerre froide. Il y avait aussi des menaces internationales, il y avait aussi des types d'angoisse qui étaient celles de l'époque. En revanche, et ça c'est un point important qu'a souligné François et qui est très important dans le livre, qui a été traité par Étienne Klein, le physicien qui a écrit un très beau chapitre qui s'appelle « Le futur n'est plus ce qu'il était », c'est que nous sommes partis du départ que s'il y a une chose dont on peut être nostalgique des Trente Glorieuses, c'est quand même la vision du futur. En 1970, l'an 2000, c'est un futur désirable pour les gens qui vivent dans cette période. Aujourd'hui, il est vrai que 2050, par exemple, est un futur qui angoisse beaucoup plus les foules qu'il ne les rassure. Il n'y a pas l'idée que ni la technologie, ni l'avenir, tout simplement, qui, comme dirait Étienne Klein, finira bien par advenir, quoi qu'on en dise, eh bien, il n'y avait pas cette idée que l'avenir était aussi sombre que celui qui nous apparaît aujourd'hui. Et donc, une des raisons de faire ce livre, c'est aussi de déployer d'autres façons de penser le présent et donc l'avenir. La question des limites, François Gemène, vous l'abordez dans votre chapitre « Un monde sans limites ». Vous posez cette question. En quoi cette nostalgie nous pose un problème collectif, notamment à l'égard des enjeux environnementaux? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu, comme vous le faites? Parce que les années 30... Les 30 Glorieuses, les années 50 et 60 en particulier, ont été marquées par ce mythe de la croissance indéfinie qu'on n'allait jamais arrêter. Et d'un coup, au tournant des années 70, on va prendre conscience du fait que nous n'allons pas pouvoir poursuivre indéfiniment ni croissance économique, ni croissance démographique, parce que ça va se heurter aux limites physiques de la planète. Et il y a plusieurs éléments qui nous font en prendre conscience au tournant des années 70. D'abord, le premier pas de l'homme sur la Lune, qui est surtout intéressant parce qu'ils vont prendre des photos depuis la Lune et qu'ils vont évidemment prendre en photo la Terre depuis la Lune. Et que même si aujourd'hui on est très habitué à voir des photos de la Terre par satellite, à l'époque c'est une photo que vous connaissez sans doute qui a beaucoup marqué, où les gens réalisent que la planète sur laquelle ils vivent et qui leur apparaît comme immense et infinie est en fait un minuscule point bleu tout fragile au milieu d'un océan de noir et qu'il n'y a rien du tout autour. Et puis, 3 ans plus tard, il y a le fameux rapport Meadows sur les limites de la croissance qui montre effectivement avec des projections et des scénarios que les courbes ne vont pas pouvoir croître indéfiniment. Il y a le premier choc pétrolier de 1973 qui apparaît aussi comme une sorte de confirmation empirique de ces limites. Il y a, je crois, un événement très marquant qu'on passe souvent sous silence, qui est la séparation des Beatles. Et ça vous fait rire. Et je sais que l'histoire aujourd'hui dit c'est la méchante Yoko Ono qui éloignait Lennon de McCartney et donc les Beatles se sont séparés. Mais il y a aussi le fait qu'en fait la musique insouciante des Beatles, le I Wanna Hold Your Hand et Love Me Do, ne correspondait plus du tout à l'époque plus sombre vers laquelle on allait. On le voit bien quand on regarde la discographie des Beatles, où ces chansons très légères du début vont faire peu à peu place à des chansons plus sombres comme The Long and Winding Road ou évidemment Let It Be. Et tous ces éléments nous font d'un coup prendre conscience, effectivement, de l'existence de ces limites. Et aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de mal à envisager une forme d'économie qui soit respectueuse de ces limites. Et c'est là que le modèle de société coopérative est évidemment très intéressant, parce que précisément, c'est la question de l'intégration aussi de ces limites dans le modèle économique. Or, aujourd'hui, quand on se projette à 2050, on sait en quelque sorte à quoi ressemblerait le monde dans lequel on ne veut pas vivre. C'est le monde qui est décrit dans les rapports du GIEC, dans les travaux scientifiques, ravagé par les impacts du changement climatique, où la biodiversité aurait complètement disparu. Mais on a beaucoup de mal, par contre, à se projeter positivement en se disant ça veut dire quoi concrètement une économie respectueuse des limites? Ça veut dire quoi une économie post-carbone? Ça veut dire quoi la sortie des énergies fossiles? Concrètement, on a du mal à l'incarner aujourd'hui. Et cette question du récit, forcément aussi, que vous posez, Vincent Martini. Alors, oui, le livre est découpé en 3 grandes thématiques, en fait, qui va reprendre justement les 3 grands récits, qui sont les 3 mutations. Il y en a une qu'on n'a pas traitée, dont je dirai un mot à la fin, qui sont celles de notre époque. Parce qu'il faut dire quelque chose, la raison pour laquelle aussi on a écrit ce livre maintenant, c'est parce que nous vivons une époque qui n'a quasiment pas de précédent depuis plusieurs centaines d'années. Nous vivons des mutations conjointes qui, ensemble, ne sont quasiment jamais intervenues, moi je pense depuis au moins la révolution industrielle, peut-être même depuis l'invention de l'imprimerie. C'est-à-dire que nous vivons une époque de transition anthropologique majeure. Qu'est-ce que ça veut dire, transition anthropologique? Eh bien, depuis 50 ans, nous avons complètement redécoupage, réorganisation des modèles familiaux,
Réorganisation de la sexualité, et notamment des questions du consentement entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire on remet sur le tapis qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être une femme, quels sont les droits des femmes, quel est le rapport au consentement. Ce que, contrairement à ce qu'on dit, et c'est ce que Maya Mazoret nous dit dans le premier chapitre, cela n'avait pas eu lieu en mai 68. Mai 68, c'est la possibilité pour les femmes de contrôler finalement la question des naissances. Mais le rapport à la sexualité, au désir, n'a pas été profondément transformé par les 30 Glorieuses. C'est une libéralisation, elle dit de manière provocatrice, c'est une multiplication de l'accès au corps des femmes par les hommes, mais en revanche, les modalités de cette relation n'ont pas été modifiées. Aujourd'hui, elle est profondément modifiée. S'il y a une révolution sexuelle, elle a lieu aujourd'hui. S'il y a une révolution familiale, elle a lieu aujourd'hui. Je fais partie d'un laboratoire, le CEVIPOF, à Sciences Po, qui pose chaque année une enquête valeur. Et dans cette enquête valeur, il y a une question qu'on posait jusqu'à la fin des années 90, c'est « Accepteriez-vous d'épouser un ou une divorcée ?» Et cette question, nous l'avons posée jusqu'en 1997. C'est-à-dire que jusqu'en 1997, elle était statistiquement intéressante. Il y avait des gens qui disaient « non, moi, je ne pourrais pas épouser un ou une divorcée ». Ça veut dire que, finalement, toutes les mutations qui nous paraissent évidemment complètement normales, j'ajoute à ça, plus récemment, le mariage gay, les nouvelles familles recomposées, les familles monoparentales, qui sont aujourd'hui, tout compris, presque la moitié des familles. Eh bien, ce modèle familial, il a 30 ans, ce nouveau modèle familial qu'on est en train d'inventer. La révolution familiale, elle vient faire suite à 1 siècle et demi de famille nucléaire telle qu'elle avait été construite à la fin du 19e siècle. Donc on vit une révolution majeure qui va aussi avec l'accroissement du droit des femmes. Première révolution anthropologique. Deuxième révolution majeure, dont a parlé François, la révolution écologique et sociale. Cette mutation, cette révolution, elle est en cours. Vous savez, en politique publique, on dit qu'il y a plusieurs phases. La première phase, la plus importante, c'est la mise à l'agenda. Il faut qu'un problème soit conscientisé par les gens. Alors, François, qui travaille sur ce sujet depuis longtemps, va vous dire le rapport Meadows, c'est la première tentative de mise à l'agenda, 1972. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent on a un problème. On l'envoie à la Commission européenne. La Commission européenne dit on pourrait faire quelque chose. Les gouvernements disent on fait rien. Pourquoi ? Parce que c'est un processus d'élite. Et le commissaire européen va d'ailleurs démissionner parce qu'on va rien faire. Voilà. Donc processus d'élite. Là, on est dans une phase qui est ouverte il y a une dizaine d'années peut-être, une quinzaine d'années tout au plus. C'est une nouvelle phase, c'est-à-dire la prise de conscience par les populations au niveau européen, voire au niveau mondial, des effets très concrets de cette transition climatique, ce dérèglement climatique dans la vie quotidienne. Donc évidemment, nous qui défendons une transition environnementale plus rapide, on se dit mais ça va pas assez vite. Mais il faut bien comprendre qu'il y a 10 ans, quand on faisait des enquêtes CEVIPOF sur les priorités des Français, l'environnement arrivait 9e, 10e. Aujourd'hui, il est toujours dans les 3 premiers sujets qui reviennent dans la bouche des citoyens qui vont voter. Ça ne veut pas dire que ça va assez vite, ça ne veut pas dire qu'on a trouvé les solutions, mais on progresse. C'est ça qu'on a essayé de raconter. Deuxième mutation énorme, notre monde est empli de limites, mais ça, je laisserai François développer. Troisième, évidemment, transition, c'est une transition culturelle. Par le fait des migrations internationales, par la crise de la démographie. Je rappelle qu'on est passé de 1,9 enfants par femme à 1,6 enfants par femme en France en 10 ans. Et on pense que la tendance va aller à la baisse. L'Italie va perdre 50% de sa population d'ici 2050, comme l'Allemagne. D'ici 2100, la Chine aura perdu 60% de sa population. Donc c'est quand même des effets de long terme qui sont irrattrapables. C'est-à-dire que ça est en train déjà de transformer le visage de nos sociétés. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit il y aura des apports migratoires, soit on va perdre une partie de la population européenne, pour parler que de notre continent. Ces effets, ils sont déjà en train d'arriver. C'est une autre transition qui veut dire aussi, parce qu'il y a des leviers migratoires dans plein de pays européens, que nos sociétés culturellement se transforment. On peut l'apprécier, pas l'apprécier. Il y a toujours, par rapport à ces 3 transitions, 3 mutations, il y a 2 attitudes. La première attitude, elle est de dire « mais non, moi je ne veux pas voir ça, je veux revenir à la société de 1970 ». Et l'autre qui dit « quoi qu'on en dise, de toute manière, la politique ne peut pas agir sur aucune ou presque des transitions dont je viens de parler. Elle peut agir pour accélérer la transition environnementale, mais elle ne peut pas agir sur la transition anthropologique réellement, et certainement pas en vérité sur la transition culturelle, même si vous fermiez les frontières. Et la dernière transition, mais j'en dirai vraiment un mot très rapide pour ne pas monopoliser la parole, c'est la transition technologique, c'est-à-dire l'incroyable progression technologique que nous connaissons, qui là n'a pas de précédent depuis des centaines d'années, puisque nous sommes au tout début de ce que l'intelligence artificielle va faire pour transformer totalement notre monde. Et nous en sommes vraiment même au début, même de la compréhension de ce qui va se passer dans les 5 ou 10 prochaines années. Un chiffre. D'ici 2030 c'est dans 5 ans, 80% de ce que nous lisons sur Internet sera généré par une IA. Bon, et ça, c'est que le début. Je ne parle même pas de la robotisation de notre vie, etc. Toutes ces transitions-là, si vous voulez, leur problème, c'est qu'elles ne sont pas adossées à des récits.
Et surtout pas des récits concomitants. C'est-à-dire, c'est comme si elles existaient de manière parallèle. Des gens vont vous dire ah ben moi je lutte pour le droit des femmes, comme si ça n'avait pas de rapport avec la transition environnementale par rapport à la technologie. Et d'où l'intérêt de travailler sur ce récit, forcément, et d'avoir quelque chose de systémique, cohérent. On va zoomer, on va revenir sur la partie écologique, qui est celle de François Gemène. Vous parlez de grande accélération dans votre chapitre Un monde sans limite. Vous faites référence à l'explosion de la courbe du CO2 durant la période des 30 Glorieuses. Et cette grande accélération, par ellipse, elle nous amène à questionner la génération des boomers. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Bon, voilà, on a compris ce qui était mis en cause, mais comment on peut penser ce récit d'un point de vue, ce récit de transition écologique, François Gemène? Effectivement, quand je parle de la grande accélération, c'est évidemment l'accélération des émissions de gaz à effet de serre et de dioxyde de carbone en particulier, mais pas que. On le voit bien, c'est effectivement l'accélération du dépérissement de la biodiversité, c'est l'accélération de la prédation sur les ressources. Et on voit que toute une série de courbes qui suivaient, je dirais, une pente ascendante jusque-là, d'un coup, partent en flèche parce qu'on voit bien que tout s'accélère. Et c'est évidemment aussi la logique de consommation. Toute une série de biens qui étaient jadis réservés à une élite économique deviennent accessibles à la classe moyenne. Des appareils électroménagers, une télévision, une voiture, les voyages en avion. C'était des choses qui n'étaient pas du tout accessibles à la classe moyenne et qui, d'un coup, vont le devenir. Et c'est aussi une époque qui est très bien racontée dans des séries télévisées comme Mad Men, par exemple, où on pense que la possession de biens matériels va amener davantage de bonheur. Alors on en est beaucoup revenu aujourd'hui, mais on pensait sincèrement ça. Évidemment, c'était un boulevard pour les publicitaires, si on pense qu'on va être plus heureux parce qu'on possède plus de choses. Et donc, aujourd'hui, sur la question du récit, on a beaucoup de mal, parce qu'on voit bien le monde dans lequel on ne voudrait pas vivre, on voit ce à quoi on voudrait échapper, mais sur la question du récit écologique, on a beaucoup de mal à nous projeter dans ce monde post-fossile, post-carbone. Forcément, on a peur, vous avez parlé d'éco-anxiété. On en a peur et on n'a pas du tout de consensus sur ce qu'il faudrait faire. Donc on va avoir plusieurs récits, un récit technofuturiste où on va se projeter dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre piloté par Elon Musk. Un récit un peu janséniste où la vie serait faite de privations, de quotas, de limitations et d'interdictions. Un récit un peu bobo naïf où Max et Lily font du vélo tout nu dans un champ de coquelicots avant de retourner à leur lopin de permaculture et d'aller vendre leur production sur le marché bio-local. Et chaque récit va plaire à une partie différente de la population, surtout le dernier, manifestement, dans cette salle. Mais on va avoir du mal à dégager un vrai consensus social très fort et c'est ça l'enjeu. Sur ce récit. Et c'est ça l'enjeu. Comment est-ce qu'on va construire autour de la transition écologique, climatique et sociale un vrai consensus social qui soit fort et qui résiste aux alternances politiques? Alors comment on va construire, Vincent Martini? C'est pas simple cette question. Ce que j'aime bien avec François, c'est qu'on fait souvent des conférences ensemble, et celle-là, je ne la connaissais pas, par exemple. J'aime beaucoup le dernier modèle. Probablement un des gros enjeux de ce que la politique peut faire, parce que concrètement, c'est ça la question aussi qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que peut faire la politique face à ça? La politique, alors il faut déjà sortir, pour répondre à votre question, il faut déjà sortir quand même parfois d'une illusion, c'est que c'est rare que la politique anticipe ce que va devenir la société. Dans l'histoire de l'humanité, moi je suis professeur de sciences politiques. Moi, je croyais que gouverner, c'était prévoir quand même. Bah oui, mais non, gouverner, c'est parfois anticiper un certain nombre de choses, pas dans les politiques publiques. Mais en général, la politique a toujours été assez mauvaise avec les récits du futur. D'abord, souvent, elle s'est trompée. Et puis, quand elle essaie de le faire, c'est pas toujours pour le bien de l'humanité, référence à certaines idéologies qui peuvent parfois nous emmener dans des futurs qui sont des dystopies. Mais ce que je pense dans ce livre que la politique peut faire, c'est déjà qu'elle peut nous donner à voir à quoi pourrait ressembler une société qui aurait réussi sa transition environnementale. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement absent du débat public. C'est-à-dire, voilà, finalement, projetons-nous dans 15 ans, dans 20 ans, pas besoin d'aller très loin. Disons-nous, si on a réussi au moins la première phase de la transition environnementale, à quoi ressemble notre société? À quoi ressemblent nos villes? À quoi ressemblent nos campagnes? Comment est-ce qu'on fait pour circuler? Comment est-ce qu'on fait? À quoi ressemblent les écoles de nos enfants? Et là, c'est là où je pense qu'on a un problème, et je voudrais revenir sur un élément très important qu'a dit François, c'est que dans la plupart des récits quand même, y compris, à commencer par les récits même des espaces et des milieux qui sont les vôtres et qui sont aussi en grande partie les nôtres, ces récits sont des récits négatifs. Ce sont des récits de privation. Nous allons
nous priver d'un certain nombre de choses. Il faut manger moins de viande, il faut prendre moins l'avion, il faut faire un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles. Or, c'est pas complètement fou de se dire ça quand on a non, les c'est pas ressources du tout, qui s'effondrent. c'est pas du tout fou. Voilà. Et les gestes de modération sont évidemment une option, mais ce ne sont pas des gestes suffisants. C'est-à-dire, il y a deux réponses à cette dimension-là. La première, c'est que Jean Covici, qui est un des grands prophètes de l'effondrisme, dit quand même, si on limite pas, même si on limitait tous à 2 tonnes carbone par an notre impact, on ne baisserait les émissions que de 40%. C'est-à-dire 60% dépend du commun. Donc nous, déjà, on pense qu'il y a un travail à faire sur le commun. Le commun, c'est quoi? Les entreprises, l'État, l'Union européenne, les transports mondiaux. Enfin, il y a un énorme travail à faire dans cet espace-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je viens de la perdre, mais ça va revenir. Et moi, ça me permet de proposer une autre question, parce que là, vous avez évoqué les nombreuses transformations qui ont eu lieu et les potentialités avec cette question des récits. En quoi les coopératives, finalement, François Gemène a commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, parce qu'on est quand même au congrès des coopératives. Moi, je dirige une SCOP qui s'appelle la Maison des Possibles. C'était une coopérative. Alors, il y a de nombreuses coopératives ici. On a envie d'entendre peut-être de la critique aussi là-dessus. Quelle potentialité? On a entendu les potentialités tout à l'heure dans le discours précédent, qui sont nombreuses, mais est-ce que c'est pour vous, finalement, ce récit séduisant? Est-ce que demain... tous en coopérative, c'est ça le... Je pense en tout cas que les coopératives permettent effectivement d'incarner un autre modèle économique qui permet d'avoir à la fois davantage de respect des limites planétaires, qui permet aussi de mettre la question de l'équité au cœur du projet économique. Et ce qui me paraît très important dans l'idée de société coopérative, c'est que d'un coup, l'entreprise devient un bien commun. Et ça modifie complètement le rôle de l'entreprise dans la société. Ça veut dire que l'entreprise n'est plus là uniquement pour générer du profit, mais qu'elle est là pour avoir un impact positif sur la société. Un impact positif en matière environnementale, en matière sociale, en matière aussi d'équité et des droits des travailleurs. Et donc cette question de l'impact positif de l'entreprise dans la société, à mon avis, c'est la grande évolution du capitalisme vers laquelle il faut tendre. Alors il y a toute une série de signaux un peu faibles, par exemple lorsque la Commission européenne demande aux grandes entreprises de développer une comptabilité extra-financière. La CSRD leur demande de tenir une comptabilité également sur leur impact social et environnemental. Et l'idée qu'on puisse demain juger de la performance d'une entreprise, non seulement à l'aune de ses résultats financiers, de son bénéfice, de son chiffre d'affaires, mais également à l'aune de son impact environnemental et social, ça me semble être une évolution fondamentale du rôle de l'entreprise dans la société. Et il me semble, à ce titre, que les sociétés coopératives l'incarnent davantage qu'une autre et sont quelque part en avance sur cette évolution du rôle de l'entreprise dans la société qui est demandée aujourd'hui un peu de toutes parts. Est-ce que vous partagez ce... Oui, parfaitement d'accord avec cette idée, d'autant plus que, et je reviens au deuxième point que je voulais évoquer tout à l'heure, que j'avais oublié. J'étais sûr que ça vous reviendrait. Voilà, exactement. C'est que les coopératives et le monde de l'entreprise, à mon avis, c'est un monde témoin, c'est un monde absolument essentiel, parce qu'il permet de réconcilier l'idée de transition environnementale avec l'idée de prospérité. L'idée, il n'est pas de renoncer à la prospérité, il est de renoncer au type de prospérité qu'on a inventé dans les 30 Glorieuses. Vous savez, à la fin du livre, les 30 Glorieuses, la Révolution invisible, Jean Fourastier, qui est la personne qui a inventé cette expression, qui a écrit ce livre, c'était un haut commissaire au plan. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien l'économie et donc qui raconte la progression de la société pendant 40 ans. Mais il dit quand même à la fin de ce livre qu'il y a quand même des choses qu'on a oubliées sur la route. Et les deux choses qu'il identifie, enfin parmi les autres, qui sont les oubliés des 30 Glorieuses. Le premier, parce que c'est son sujet, il est chrétien-démocrate, il dit c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. Nos ancêtres étaient beaucoup plus pauvres, mouraient plus jeunes, mais ils chantaient dans les champs. C'est la formule qu'il utilise. Donc il y avait une sorte de joie, etc., qui était celle de la société, non pas pré-industrielle, mais pré-30 Glorieuses, beaucoup plus difficile, mais où il y a des formes d'espoir, d'un monde au-delà, etc., qui pouvaient survenir. Mais il y a aussi cette idée de projet collectif. Pour lui, les 30 Glorieuses étaient aussi une étape, un moment d'atomisation. Chacun dans son petit coin, chacun dans son silo, seul, isolé des autres, en fait, par la structure même de l'évolution du capitalisme et de la recherche du profit sans aucun autre horizon que celui-là. Et je crois que les coopératives, justement, parce qu'elles essayent de promouvoir un modèle collectif,
elles rompent déjà avec ce problème des 30 Glorieuses qu'avait identifié Jean Fourastier en introduisant l'idée, je crois, qui est fondamentale dans les récits qu'on essaye de mettre en œuvre, qu'une société de la transition environnementale ne sera pas seulement une société de la sobriété, elle devra l'être en partie, mais elle sera surtout celle d'une autre prospérité, celle qui doit aussi donner du plus dans la tête des gens. C'est-à-dire que le progrès, si vous voulez, dans l'histoire du progrès social, économique, culturel, c'est toujours plus. Plus de droits, plus de quelque chose, plus de ressources, plus de, une meilleure vie. L'idée, comme disait François tout à l'heure, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Encore une fois, il y a plein de façons d'imaginer ce plus. Lorsque vous considérez, par exemple, dans une ville comme Paris, qui a beaucoup de défauts, mais là, qui depuis 10 ans a diminué par 2 sa pollution de l'air. Bon, vous vous dites, il y a quand même là un plus. Moi, je vis à Paris depuis 10 ans. Je peux vous dire qu'on voit la différence. Une pollution sonore, une pollution visuelle, une pollution de l'air. Il y a toute une série de choses qui fait que vous pourrez vivre mieux. De la même manière, et ça, je voudrais vraiment tordre le cou à une mythologie sur l'idée qu'on vivait mieux avant. Comme disait toujours, je le cite à chaque fois, et à nouveau Étienne Klein sur ce sujet, parce que je trouve qu'il a une phrase amusante. Il dit « Si je dois penser en 1955... pour, la fascination qu'exerçait Descartes dans les grands amphis de la Sorbonne, je suis un peu nostalgique, ou même dans le grand public. Mais lorsqu'il s'agit d'aller chez le dentiste, 1955, lorsqu'il s'agit d'être une femme, en 1955, dans son rapport avec les hommes, avec la société, là, je réfléchis à 2 fois. C'est-à-dire que nous avons encore beaucoup de progrès à faire pour des sociétés dans lesquelles il vaut mieux, le dentiste sera peut-être encore mieux qu'aujourd'hui, on l'espère, probablement d'ailleurs, dans lequel l'intelligence artificielle va nous faire accomplir un certain nombre de progrès fondamentaux en termes de médecine. Il y a plein de formes de prospérité qui ne passent pas par uniquement une croissance des biens de consommation et par l'idée d'une consommation effrénée. Nous vivons beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps, beaucoup plus vieux, en meilleure santé qu'il y a 50 ans. Et nous pouvons prolonger cette prospérité si nous prenons à bras-le-corps les défis qui sont ceux de notre temps, à commencer évidemment par la transition environnementale, mais aussi la transformation de notre modèle de production. Et là les COP sont vraiment au cœur de ce phénomène. La question fondamentale que soulève ici Vincent, c'est celle de savoir comment nous passons d'une économie du plus, qui était globalement l'économie des 30 Glorieuses, l'économie du XXe siècle, qui est globalement l'économie fossile, à une économie du mieux. Et à mon avis, c'est la manière dont on peut sortir des débats qui sont parfois des polémiques un peu stériles sur la question de la croissance, décroissance, etc. aujourd'hui, et qui vont beaucoup polariser la société. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on en sort par le haut en se disant l'objectif de l'activité économique, c'est pas le plus, c'est le mieux. Et dans certains cas, effectivement, le plus va amener du mieux. Dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Et dans le mieux, cette question, il y a le mieux vivre derrière. C'est cette idée, c'est faire mieux, mais pourquoi ? Pour mieux vivre. Et pour mieux vivre, et donc raconter un meilleur futur. Un futur dans lequel on vivrait mieux ensemble, collectivement. Et dans dans l'art, il y a le solarpunk notamment qui est en train d'essayer de raconter ce futur positif quelque part. Moi, la question que j'ai envie de vous poser avant de terminer cet entretien croisé, avant de donner la parole à la salle, c'est comment les coopératives peuvent coécrire ce futur, peuvent être dans ce futur, dans ce récit collectif positif, puisque c'était aussi votre mot-clé, Vincent Martini, vous me l'avez dit pour préparer cet échange. Moi, je défends des solutions positives, on n'est pas dans un futur triste. Comment les coopératives s'inscrivent de manière sociale et écologique dans ce futur positif. Alors, un mot avant de parler juste de la coopérative sur la question d'optimisme. Je dis que nous sommes un ouvrage collectif politiquement optimiste. Ça veut dire quoi, politiquement optimiste ? C'est que nous décidons, politiquement, de observer les solutions possibles. C'est-à-dire, on ne considère pas que tout est foutu, parce que sinon, on n'aurait pas écrit ce livre. Sinon, je comprendrais très bien que les gens s'assoient avec les photos jaunies de leur passé sur les genoux. L'idée, c'est quand même un livre un peu manifeste. Le but est de dire qu'il y a des moyens de s'en sortir. D'abord parce que les désirs de coopération, là j'en viens à votre question, sont plus nombreux que les désirs de division. Et ça, c'est vraiment une idée, malheureusement, sur laquelle je combats énormément. Je discute très souvent avec mon camarade Jérôme Fourquet, que vous connaissez, qui a écrit la fameuse Société archipélisée. Et c'est à chaque fois notre très grand point de désaccord. C'est-à-dire que lui, dans le fond, il pense qu'il y a plus d'occasions pour les Français de se diviser, pour parler de notre pays. Et moi, je pense que dès que les Français en ont l'occasion, ils font plutôt société. Ils sont plutôt en recherche de coopération. En l'occurrence, toutes ces mutations, elles ne seront entreprises qu'en coopération et non pas en confrontation.
Nous sommes là, il y a toute une série de théories du changement social qui vous expliquent qu'en gros, un système de changement, un système social, d'abord il naît, ensuite il émerge, il domine et après il décroît et il meurt. D'accord ? Et il est remplacé ensuite par un autre système qui émerge et qui croît et qui va ensuite arriver à maturité. Les temps nouveaux dont nous parlons sont déjà nés en fait. C'est-à-dire vous, les coopératives, vous êtes déjà avec d'autres en train de faire travailler la société sur ces sujets. Vous ne nous avez pas attendu pour le faire. Comme le disait votre président, ça fait 100 ans que vous existez, peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années que vous êtes convertis aux enjeux environnementaux, entre autres. Donc vous êtes sur un travail qui a déjà été fait. Sur la question anthropologique dont je parlais tout à l'heure, la société a spectaculairement avancé. Spectaculairement avancé. Sur la question écologique et sociale, ce n'est pas les écologistes qui ont tout fait le boulot. Les gens ont travaillé eux-mêmes. Donc notre société, elle travaille. Sur la nature même du travail dont on parlait tout à l'heure, Laurent Berger fait un chapitre formidable parce qu'il parle de l'évolution de la démocratie en entreprise, qui est toujours perfectible évidemment, l'évolution de la prise en compte de la qualité de travail, des conditions de travail qui depuis 50 ans ont fait un bond spectaculaire en avant, même s'il y a beaucoup de choses encore à faire. Et ce qu'on veut dire d'abord, c'est que tout ça est en train d'être fait. La seule question qui se pose, c'est comment collectivement on va pouvoir créer des moyens de pression sur le politique. Ça, il ne faut pas se leurrer à un moment donné, on ne se passera pas de la politique. La société, elle travaille et elle aboutit dans des projets politiques. La question, on parlait de votre président quand il disait on a pensé à reprendre Marianne, c'est intéressant, un média, bien sûr, un média surtout quand il parle de politique, parce qu'il établit une vision du monde. Et vous voyez bien qu'en face, ceux qui sont dans ce qu'on appelle le backlash, ceux qui sont dans la contre-révolution, ceux qui veulent que rien ne change, voire qu'on revienne en arrière, eux, ils s'organisent. Ils sont très organisés, médiatiquement, politiquement, ils ont leurs relais, leurs agents, etc. Leurs mécènes. Leurs mécènes, évidemment, pas besoin de les citer, vous les connaissez tous. Et donc, nous, ce qu'on appelle à faire, c'est de dire, mais faisons la même chose. Et les congrès que vous animez, c'est un espace dans lequel vous êtes en train de le faire. Simplement, il faut travailler avec d'autres. Il ne faut pas avoir peur du politique. Au contraire, il faut aller porter votre voix et votre modèle singulier, parce que c'est vous qui avez raison, tout simplement. Oui, mais là, on voit que c'est pas si simple, parce que quand il faut un moment qui paye quoi, là, c'est plus compliqué. Non, mais donc, l'exemple de Duralex est intéressant. Parce que, voilà, c'est évidemment une entreprise qui est très connue des Français, mais à l'occasion de ses difficultés économiques et de sa réorganisation, beaucoup de Français, en fait, ont découvert le modèle d'organisation coopérative d'une entreprise. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va faire appel au marché, en gros, c'est-à-dire aux Français, on se rend compte qu'ils lèvent très facilement 5, 20 millions d'euros parce que beaucoup de gens ont envie de faire partie de l'aventure de cette entreprise. Et ce qui est très intéressant dans l'exemple de Duralex, c'est qu'en fait, les difficultés économiques de l'entreprise ont permis de faire connaître médiatiquement un modèle d'organisation coopérative de l'entreprise. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez intérêt à faire, c'est de porter ce modèle d'organisation coopérative et de dire, en fait, ça fonctionne. Il est possible d'organiser une entreprise autrement, il est possible que l'entreprise soit rentable en étant organisée autrement. Et pour ça, c'est important que vous fassiez la publicité du modèle d'organisation coopérative. Et ça me paraît absolument fondamental parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui touche beaucoup les gens. Et vraiment, l'idée de faire davantage connaître cela me paraît absolument essentielle. Faire davantage, Juste oui, parce que beaucoup de gens aujourd'hui voudraient aussi pouvoir participer aux entreprises auxquelles ils sont attachés. Et si vous proposez aux gens d'investir dans des entreprises locales qui produisent des biens et des services auxquels ils sont attachés, je pense que beaucoup seraient tout à fait partants pour investir là-dedans une partie de leur épargne. On a aujourd'hui un enjeu fondamental, je pense, sur la réorientation des flux financiers. La durée moyenne de possession d'une action d'entreprise dans le monde, c'est 7 secondes. Vous êtes copropriétaire de l'entreprise pendant 7 secondes en moyenne. Qu'est-ce que vous voulez insuffler comme direction stratégique à l'entreprise si votre durée de propriété de l'entreprise ne dure que 7 secondes? Et donc cette idée de s'inscrire dans le temps long, d'avoir à cœur la pérennité de l'entreprise, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Et c'est pour ça que sur les questions de réorientation de l'épargne, sur les questions aussi du court-termisme dans le capitalisme et dans la durée de possession des actions, il y a plein d'autres modèles à faire émerger, à faire valoir et à valoriser. Merci à tous les deux. Vous pouvez les applaudir. On vous l'a fait en version courte, mais on peut aussi la faire en version longue. Mais sauf que François Gemène doit partir dans
une vingtaine de Une minutes. petite demi-heure. Une petite demi-heure, et que ce serait bien qu'on ait vos questions aussi, puisque forcément, cet échange a suscité des interrogations chez vous. Je vous propose de lever la main, et puis on va vous passer un micro. Franck, peut-être Vincent, pouvez-vous partager avec François ? Je voulais dire justement, par rapport confirmer ce que tu dis, que les gens s'engagent. Moi, je l'ai très bien vu dans les petites épiceries rurales où tout le monde, tout le village est au cœur de leur action et de leur coopération. C'est juste un petit témoignage que je voulais ajouter parce que c'est très juste. Merci Franck. Allez, et d'autres questions dans la salle ? Oui, ici. Oui, merci à tous les trois. Moi, j'avais une question concernant la résilience des entreprises. Parce que bon, vous avez un discours qui est politiquement positif. C'est celui que vous avez choisi. Moi, je suis journaliste. Personnellement, je suis un petit peu plus dans le doute par rapport aux nouvelles. Et je voulais savoir vraiment par rapport aux coopératives, avec les disruptions que nous avons actuellement, qu'elles soient dues à l'IA, au dérèglement climatique, à la démocratie. On est quand même dans une crise démocratique qui est sévère, me semble-t-il. J'aimerais avoir votre avis et votre point de vue là-dessus, parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans les coopératives, il y a de la mise en réserve. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a une répartition du capital qui est souvent beaucoup plus importante, en plus de coopérateurs, si vous voulez. Il n'y a pas qu'un actionnaire principal. Et moi, me semble-t-il, en ce temps de crise, c'est absolument nécessaire d'avoir cette résilience. Et j'aurais voulu avoir votre avis, alors à l'un ou à l'autre ou aux deux là-dessus par rapport à nos modèles économiques. Allez, François, peut-être pour commencer. Oui, non, je pense que la question de la résilience des entreprises face aux polycrises, elle touche directement à la question de la pérennité de l'entreprise. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va imaginer l'entreprise à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Et donc, ça veut dire aussi, par exemple, ne pas vendre les actions de votre entreprise dès qu'il y a un coup dur. Et aujourd'hui, on voit bien que la manière dont fonctionnent les marchés, c'est que dès qu'une entreprise subit un coup dur, les actionnaires vont vendre les actions, ça va faire chuter le cours de l'action et donc le cours d'entreprise, et ça crée un phénomène évidemment de spirale boursière qui est performative. Et donc la question de la résilience de l'entreprise, elle passe aussi par son modèle d'organisation économique. C'est-à-dire comment faire en sorte que les gens soient attachés à la pérennité de l'entreprise et cette dimension de long terme, et pas uniquement attachés aux profits qu'ils peuvent réaliser sur le court terme. Et puis alors, il y a des actions aussi qui touchent à la question de l'adaptation aux impacts du changement climatique. Comment est-ce que l'entreprise va envisager les risques auxquels elle va être confrontée, non seulement les risques pris individuellement, mais également dans leurs interactions. Comment est-ce qu'elle va envisager les différents éléments de la chaîne de valeur, de sa chaîne de valeur, et donc pas uniquement se regarder elle-même par rapport à elle-même, mais également regarder la résilience de ses clients, de ses fournisseurs, tout ça, potentiellement aussi de ses concurrents. Et ça, c'était un élément qui me paraît tout à fait important dans la manière dont on va envisager la résilience de l'entreprise, en tout cas par rapport aux impacts du changement climatique. Vincent Martini, pour compléter. Peut-être rajouter, alors je vais répondre un peu entre guillemets à côté parce que je ne suis pas un spécialiste à ce point-là, mais en revanche, je pourrais renvoyer au chapitre du livre qu'a écrit Laurent Berger sur le travail. Et il disait que les deux grandes thématiques auxquelles il avait été confronté, les trois thématiques auxquelles il était confronté comme syndicaliste à la CFDT, à la rencontre du monde du travail, il disait que c'était trois éléments centraux. Le premier, là c'est un peu à côté, mais c'est important quand même de le dire, c'est à quel point le travail était pour beaucoup de gens un accomplissement, ce qui est aussi une transition par rapport à il y a une cinquantaine d'années dans lequel on travaillait parce qu'il fallait survivre, et on est quand même dans un monde dans lequel on travaille pour vivre, évidemment, et une grande partie de nos concitoyens des classes les plus populaires travaillent aussi encore pour survivre, mais il y a une partie croissante du nombre de gens pour qui le travail c'est avant tout un accomplissement. Deuxième chose, il parlait des conditions de travail, c'est-à-dire la manière dont on répartit, vous savez, son temps libre et son temps professionnel, avec un désir très fort, notamment par le télétravail, d'une interaction entre les deux. Et là, j'en viens au troisième élément qui touche votre question, qui était le plus important pour les travailleurs auxquels il a été confronté, c'était de dire dans quelle mesure nous pesons sur les décisions qui sont prises en interne de l'entreprise. Est-ce que nous en sommes actionnaires ou pas? C'est une forme de peuple. Il y a une forme de démocratie en entreprise qui ne passe pas forcément par la propriété. Et je me rappelle une conversation qu'on a vue avec François sur le nombre de grandes entreprises qui souhaitent, ou d'entreprises qui souhaitent créer des chaires de développement durable ou des chaires environnementales. Et je me rappelle que tu m'avais
j'avais dit cette phrase, tu t'en souviens sûrement. J'avais dit, mais pourquoi elles veulent le faire? Est-ce que c'est du greenwashing? Elle dit, bah oui, il y a toujours un risque. Évidemment, il y a des enjeux d'image, mais il y a des enjeux aussi bêtes que, face à leurs salariés, notamment les jeunes, ils ne veulent pas perdre des jeunes talents qui vont dire, moi, si vous faites rien pour l'environnement, je ne viens pas chez vous. Voilà. Parce que moi, j'ai 30 ans, je suis issu de l'école polytechnique ou de l'école d'ingénieur, je le dis parce que je suis professeur à l'école polytechnique, donc je peux vous dire que c'est un effet massif chez les jeunes X. C'est si vous êtes dans une entreprise qui ne fait rien pour l'environnement, qui ne fait rien pour l'égalité homme-femme, je ne viens pas chez vous. Et je m'en fiche que vous me donniez 1 0 de plus sur ma feuille de paye, parce que de toute manière, je suis issu des grandes écoles d'ingénieurs, du travail, j'en trouverai. Vous voyez, donc il y a toute une série d'une jeune génération qui cherche aussi à la fois à peser dans le monde de l'entreprise, et que cette entreprise n'est pas qu'un effet d'image, mais un véritable engagement sur un certain nombre de thématiques qui, pour les générations, pas seulement la Gen Z, mais aussi jusqu'à la nôtre, celle des cadres, eh bien, fassent quelque chose. Donc c'est pas seulement qu'une question d'intérêt. Je comprends que vous soyez dans le doute, vous avez raison, parce qu'il y a plein de raisons de douter dans le monde dans lequel on est. Et il y a des méchants. Il n'y a qu'à voir l'installation de Chine au BHV hier, bon, les débats qui traversent cette question qui peut vraiment nous écœurer légitimement, enfin, si on s'intéresse à la question de la préservation environnementale, des droits humains et des droits du travail. Mais pour autant, justement, c'est intéressant de voir qu'un modèle comme le modèle de Chine, ok, sur le moment, ça marche du tonnerre parce que dans les espaces dans lesquels il n'y a pas de régulation, ils ont toute l'attitude pour agir. Mais dès qu'on agit avec de la régulation, quand même, le monde de l'entreprise doit s'adapter aux régulations qui sont faites contre elles lorsqu'elles existent. Donc là, c'est là où c'est un éloge d'une forme de régulation également. Allez, on va prendre une autre question. Oui, au milieu peut-être. Oui, merci. Je voudrais écouter attentivement. Je ne connaissais pas votre livre, mais je vais le lire parce que je pense que c'est intéressant. Et je vous remercie d'être venu nous en parler. Il me semble que vous nous avez tenté de nous expliquer comment ou par quel chemin il était possible de retrouver, d'une part, un sentiment de bonheur, bonheur au travail, bonheur dans sa société, bonheur dans son environnement proche, et aussi un sentiment de confiance. Confiance dans la vie et aussi confiance dans l'avenir. Et singulièrement, ces deux mots-là, vous ne les avez pas prononcés dans la demi-heure ou les 3/4 d'heure dans lesquelles vous venez de prendre la parole. Et donc, ça m'intéresserait d'avoir votre opinion sur le sujet. Pourquoi vous préconisez une idée et que vous n'en utilisez pas les mots ? C'était pour la version longue, c'est pour ça on a fait la version courte. Et la question de la confiance. Évidemment, la question de la confiance, elle est très importante. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la confiance en politique, par exemple. Et je donne un exemple qui est très intéressant, c'est qu'il y a une enquête du Cevipof qui s'appelle le baromètre de la confiance politique, qui sort tous les ans depuis maintenant 20 ou 30 ans, où on interroge un très grand nombre, un très grand panel de Français, très représentatif. C'est pas un sondage, c'est beaucoup plus que ça, c'est traité par des scientifiques. Qu'est-ce qu'on constate? On constate sur la question de la confiance, si on demande aux gens, avez-vous confiance dans votre famille? Oui, 95%. Vos voisins et vos amis? Oui, 88%. Les gens que vous rencontrez pour la première fois, alors vous baissez un peu, mais vous êtes à 70%. Les gens que vous rencontrez pour la première fois qui ne sont pas de la même religion que vous? Bon. Encore, on baisse, mais on est encore à une majorité, d'accord? Et cette question de la confiance, elle est globalement, elle s'applique à l'ensemble des institutions du modèle social français. Les gens ont confiance dans les hôpitaux, dans la sécurité sociale, dans les écoles, dans la police, dans l'armée. La seule politique publique dans laquelle ils n'ont pas confiance, c'est la justice. Bon, ça c'est un sujet annexe, c'est pas le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Donc, on est une société, et ça c'est paradoxal, qui a confiance dans les institutions qui réunit les Français. D'accord ? Mais lorsqu'on pose la question différemment et qu'on dit « Pensez-vous que dans la société française, on puisse faire confiance à n'importe qui ?» Et bien là, le résultat s'inverse. À 80%, les gens disent « Non, on ne peut pas faire confiance. » Et lorsqu'on les interroge sur quels sont les objets de défiance majoritaires, le président de la République, le Parlement, les partis et même les syndicats qui ont remonté dans la confiance mais qui restent assez bas, les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire toutes les structures qui pourraient accélérer ce collectif ou qui pourraient organiser ce collectif, là, font l'objet d'une défiance. Donc je dirais que quand on dit qu'on est dans une société de défiance, c'est à la fois vrai et pas vrai. Oui, c'est vrai, nous sommes défiants vis-à-vis des institutions politiques qui nous encadrent, mais nous avons profondément confiance dans la société qui est autour de nous. Et c'est un peu pareil pour le bonheur, c'est-à-dire il y a des enquêtes, vous savez, les grandes enquêtes PISA sur le bonheur, les 50 pays les plus heureux. Alors bon, c'est intéressant parce que quand on demande aux gens, en France par exemple, est-ce que vous êtes heureux? Les gens disent oui, globalement je suis heureux. Les gens, à immense majorité, disent qu'ils sont globalement heureux dans leur vie. Encore aujourd'hui, là, récemment? Aujourd'hui, okay. ouais. Non, ça m'étonnait, c'est pour ça. Mais vous allez voir, est-ce que vous êtes heureux de votre situation personnelle? Les gens disent globalement oui, ça va.
Est-ce que vous pensez que demain, ça ira mieux? Ah non, 95%, ça va être horrible. Donc on n'est pas une société malheureuse, on est une société pessimiste. Alors, c'est intéressant, vous regardez la liste des 50 pays, les plus optimistes, c'est le Pakistan, l'Inde, le Nigeria. Et là, d'un coup, on arrête de vous croire. Non, si, parce que Non, comme mais- c'est grave maintenant, demain, ça peut qu'aller mieux. Si vous ajoutez la dimension religieuse, évidemment, vous avez l'avenir que demain ira mieux. C'est intéressant que le 49e, c'est la France, le 50e, c'est l'Italie. C'est-à-dire des pays où, a priori, on vit parmi le mieux dans le monde en termes de mode de vie. Mais ça montre bien, encore une fois, que confiance les uns dans les autres et dans les institutions qui nous réunissent, oui. Confiance dans les institutions politiques, non. Sentiment de bonheur, oui. Sentiment d'optimisme, non. François Gemène, peut-être sur la question de la confiance aussi appliquée à la transition écologique quand même. D'abord, Ça, moi je suis certain d'avoir utilisé ce terme, c'est que vous n'avez pas bien écouté. Non, la question... On réécoutera l'enregistrement quand même. Pour non, vérifier. je pense qu'il y a une vraie question aussi performative. Et ce qui me frappe, c'est qu'on garde confiance dans les autres, dans les institutions. Mais la question, c'est est-ce que la société a confiance en elle-même quant au fait de réussir l'avenir, en quelque sorte. Et cette question de la confiance en nous-mêmes, elle me paraît tout à fait frappante. Moi, j'étais très frappé de voir qu'à l'entame des Jeux Olympiques, il y a 1 an et demi, personne n'avait confiance quant au fait que ça allait être une réussite. Tout le monde pensait que ça allait être une catastrophe, que la France était incapable d'organiser ce genre de manifestation, etc. On n'avait pas du tout confiance quant à notre capacité de réussir cet événement. Et c'est vrai, pour les Jeux Olympiques, c'est un peu anecdotique, mais c'est vrai aussi singulièrement pour le moment sur la question de la transition écologique. On est, je dirais, autant, quand on regarde des sondages à l'international, la plupart des pays voient la transition climatique, écologique comme un projet d'avenir dans lequel ils ont confiance, qui va créer de nouveaux emplois, qui va réorienter ces industries. Tout à fait. Alors qu'en France, nous sommes convaincus que nous n'allons pas réussir la transition écologique et qu'aujourd'hui, on a vraiment une partie importante du discours, y compris dans les mouvements écologistes, qui est convaincu et veut convaincre les autres que nous allons échouer. En même temps, François Gemène, quand on organise les Jeux Olympiques d'hiver prochainement, forcément, quand on connaît les indicateurs comme vous, quand on voit ce qu'on prépare les Jeux Olympiques, compliqué d'avoir confiance. On se dit, c'est pas très cohérent. Les Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Oui. D'abord, c'est pas demain. Bah, La question, c'est de se dire, est-ce que on veut continuer à organiser des Jeux d'hiver ou pas? Et si on continue à organiser des Jeux d'hiver, sincèrement, je préfère qu'ils soient organisés dans des stations de sport d'hiver qui existent déjà, c'est mieux qu'à Dubaï, plutôt que de les organiser en Corée du Sud ou à Pékin, où on va devoir créer ex nihilo des stations de sport d'hiver. L'autre élément, c'est que je me dis, il faut aussi, je crois, pouvoir réfléchir ensemble à la manière dont on va projeter le modèle économique des stations de basse et de moyenne montagne qui, demain, ne vont plus pouvoir, je dirais, faire les sports d'hiver comme aujourd'hui parce qu'il va y avoir des problèmes d'enneigement, parce qu'on ne va pas pouvoir recourir massivement à de la neige artificielle. Et donc, maintenant que les Jeux Olympiques ont été attribués aux Alpes, je dis, essayons de voir comment on peut utiliser ces Jeux Olympiques pour réfléchir et pour projeter un autre modèle économique des stations de basse et de moyenne altitude qui ne dépendent pas uniquement du ski ou des sports d'hiver. Et donc moi, une proposition que j'avais faite, on va voir s'ils la retiennent, c'était de dire transformons ce qui est aujourd'hui des Jeux d'hiver en Jeux de la montagne. Et est-ce que ça ne serait pas intéressant de placer la montagne comme élément central de ces Jeux, de manière à développer aussi d'autres sports et d'autres activités de loisirs dans les stations de basse et de moyenne montagne qui ne soient pas du ski ou liées à la neige. Et là, il y a peut-être justement des propositions coopératives sur cette belle idée, en tout cas qui me paraît plus cohérente. En effet, une question ici. Oui, bonjour. Pareil que monsieur, je découvre votre travail, ça me paraît formidable. C'est un bain d'optimisme très nécessaire aujourd'hui. Mais je voudrais savoir, déjà vos propos, ce que vous proposez, on peut le lire, on peut le comprendre dans un contexte français. Et dans quelle mesure vous le comprenez aussi, on peut l'élargir en contexte européen et mondial, et dans le rapport des pays du Nord et du Sud, parce que finalement on est interdépendants en tant qu'économie. Et je demande le cas particulier de l'ESCOP où je travaille, qui est une scope du commerce de détail, la Biocoop, et qui se prétend d'exercer un commerce le plus juste, équitable et très strict, justement. Mais on continue à voir, par exemple, on a du sucre, on a du café, et des questions que je me pose, même s'il y a une traçabilité des produits, etc. Et quel est notre rapport, le rapport même de force des pays du Nord versus les pays du Sud,
voilà, comment on peut extrapoler vos propos au niveau plus, à une échelle plus mondiale. Voilà, merci. Allez, qui se lance? François Gemène. Je pense qu'on a un contexte géopolitique qui est aujourd'hui à la fois extraordinairement difficile, mais aussi extraordinairement intéressant. C'est-à-dire que toute une série d'alliances et je dirais de catégories autour desquelles s'est organisé et le commerce international et plus globalement l'ordre international sont en train de voler en éclats complètement. Notamment le concept d'Occident a complètement éclaté en plein vol. Et par ailleurs, des pays qu'on qualifiait jadis de pays émergents, aujourd'hui sont des économies qui sont quasiment des économies industrielles. Et donc la grande question, à mon avis, qu'il faut se poser d'un point de vue géopolitique pour l'Europe, c'est quel type d'alliance est-ce qu'on va nouer aussi avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mexique, l'Indonésie, et demain avec le Nigeria, avec le Kenya ou avec d'autres pays qui aujourd'hui sont moins avancés. Et il me semble que les cartes sont complètement rebattues. Et ce qui est intéressant, je crois, dans l'articulation des questions géopolitiques avec les questions environnementales, c'est que les questions environnementales, le changement climatique en particulier, nous poussent à penser la gouvernance de la Terre dans une perspective cosmopolitique qui dépasse à la fois les frontières de génération, qui dépasse aussi évidemment les frontières géographiques. Et je crois qu'aujourd'hui, un vrai problème qu'on a, c'est qu'on a encore une organisation du monde qui est une organisation internationale, littéralement entre nations, entre gouvernements, et que l'enjeu, à mon sens, c'est de passer une organisation planétaire du monde. Comment est-ce qu'on fait pour, en quelque sorte, permettre que les rapports ne soient pas uniquement des rapports entre gouvernements, mais aussi des rapports directement, par exemple, entre une coopérative comme la vôtre et les producteurs qui vont produire du café, du chocolat ou du sucre, entre municipalités, entre entreprises et organisations de la société civile. Et là, je pense qu'il y a un champ totalement nouveau qui s'ouvre à nous. Je prends l'exemple de la COP30 qui s'ouvre la semaine prochaine au Brésil, à Belém, et qui est évidemment, encore une fois, une négociation internationale. Même si c'est un succès, on va en être déçu parce que forcément, ça sera un accord entre gouvernements et qu'à mon sens, le grand enjeu, a fortiori sur les questions d'environnement, c'est de passer à des négociations internationales, à des négociations qui deviennent planétaires. Vincent Martini, vous voulez compléter ? Non, je trouve que c'est très juste ce que vient de dire François, d'autant plus que l'explosion du concept d'Occident, il a des conséquences sur ce que nous considérons comme les pays qui sont développés et les pays qui ne le sont pas. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation complètement paradoxale dans laquelle la première puissance mondiale est en train de tourner le dos pour l'instant à la transition environnementale, ce sont les États-Unis, alors qu'un pays avec lequel nous avons peu de points communs sur le plan politique, c'est moins de le dire, qu'est la Chine, est sur le point, si ce n'est déjà, la première puissance écologique mondiale, même si elle est aussi la première puissance d'émissions. C'est-à-dire si vous regardez les émissions chinoises, elles continuent de progresser parce que dans le registre de l'économie chinoise, elles montent à un plafond, mais elles vont ensuite décroître à partir des années 2040-2050. Et elles peuvent décroître très rapidement. Alors là, je vous renvoie au texte assez passionnant passionnant, je ne suis pas en train de le dire de manière laudative, mais de Xi Jinping, qui a été publié dans Le Grand Continent. Cette newsletter, vous connaissez sûrement ce site internet, Le Grand Continent, qui a retranscrit en français le discours de Xi Jinping aux dernières rencontres du Parti communiste, où il donne le plan écologique de la Chine dans les 5 ou 10 prochaines années. C'est assez impressionnant. C'est-à-dire que si les pays européens faisaient le 10e de ce que prévoit de faire la Chine, la transition environnementale, elle irait à toute vitesse. Ouais. Mais le fait qu'un pays comme la Chine... La question démocratique, quand même, derrière, est compliquée. Mais évidemment. Non, je vais même dire encore pire que ça. C'est parce que la Chine n'est pas une démocratie qu'elle peut se permettre de faire ça, parce qu'il n'y a pas d'opposition. Évidemment, la grosse difficulté, mais évidemment, elle n'est pas qu'une difficulté, elle est avant tout une chance chez nous. C'est comment est-ce qu'on réconcilie une politique qui va à un moment donné passer par une reprise en main par les États, par les sociétés, dans la mesure du possible quand c'est une démocratie, de leur destin écologique. Ça va passer pas seulement, soit par des privations de liberté pour nous, ça c'est la version hyper pessimiste, soit tout simplement par des interdictions industrielles. C'est-à-dire à un moment donné, on va dire, voilà, Chine, simplement, vous ne pourrez plus vendre chez nous, c'est terminé. Voilà. Si on fait ce que proposait François, oui, là c'est le cas aujourd'hui, mais de manière temporaire. Si on mettait en place des certain nombre de critères environnementaux dans les logiques de vente des produits, on retirerait de la vente un certain nombre de produits qui seraient juste plus disponibles. Et ça, à un moment donné ou à un autre, il va bien falloir qu'on le fasse. La question, c'est de savoir dans quelle mesure les lobbies
industriels qui sont aussi des lobbies politiques, évidemment, eh bien, vont jouer là un jeu contre la démocratie. Parce qu'on a des modèles qui sont beaucoup plus ouverts sur le plan, j'allais dire, de la délibération, mais ils sont aussi beaucoup plus fragiles, du fait même que ce sont des démocraties. Ce que la Chine peut se permettre de faire, eh bien, nous ne pouvons pas nous le permettre de la même manière, même si on a un commissariat au plan, tout simplement parce qu'on ne sait pas en 2027 ce qui va se passer. Est-ce que les gens qui veulent retenir les temps nouveaux pendant encore une dizaine d'années, eh bien, vont l'emporter? C'est là où on est tous renvoyés à notre responsabilité politique les uns et les autres, et notre responsabilité d'entraînement des autres. C'est-à-dire que finalement, ce que nous racontons avec François depuis maintenant 1 heure et qui répond à vos questions, ces temps nouveaux, ils vont advenir. On n'est pas en train de vous dire « Ah, peut-être un jour ». Ça va arriver. Ce que nous décrivons, sous une forme ou sur une autre, va arriver. La question, c'est dans combien de temps? Combien de temps allons-nous perdre avant de faire le travail, quoi. Les Chinois, en partie, le font parce qu'ils ont la chance, attention, les Chinois vont le faire parce qu'ils ont un type de système politique qui leur permet. Ce système politique a aussi des coûts qui sont énormes, évidemment, pour les libertés individuelles, et évidemment, je ne souhaite pas qu'on projette ce modèle chez nous. La question, c'est comment nous, on invente ce modèle-là. Mais voilà, pour un professeur de sciences politiques comme moi, un chercheur, un sujet de travail qui est assez fantastique. Comment est-ce qu'on fait pour combiner les libertés publiques, la délibération démocratique et la nécessaire transition environnementale qui passera par certaines décisions d'autorité, si ce n'est des décisions autoritaires? C'est la grande question des temps modernes. En proposant un récit, si possible, optimiste, on a compris. Du coup, c'est une équation assez complexe. Une autre question, s'il vous plaît? Oui, bonjour. En fait, j'aimerais savoir, par rapport à tout votre discours, moi j'ai tendance à résumer un peu votre propos en pensant que les temps nouveaux, au final, se résument par la relocalisation des entreprises et que le renouveau va passer par le local. Et moi, c'est une idée qui m'est chère, et je pense que les initiatives locales et citoyennes feront que le système changera. Maintenant, comment fait-on pour que les politiques, que les dirigeants considèrent ces initiatives locales et les mettent en avant et fassent en sorte que les temps nouveaux redémarrent? Voilà, tout simplement. Alors la question du local, il n'y a pas que ça dans le bouquin, forcément. C'est un des points, mais ça a résonné chez vous, puisque visiblement, vous y êtes sensible. Pour moi, l'élément central pour que cela advienne, c'est ce que j'appelle une sorte de définanciarisation de l'économie. Où on a aujourd'hui une économie qui est complètement détachée de la réalité des territoires locaux. Je donne un exemple qui s'est produit il y a quelques années. Un type a acheté sur des marchés de commodités 3 tonnes de cacao. Il a demandé à ce que ces 3 tonnes lui soient livrées. Eh bien, tout le monde était emmerdé. Parce qu'on pensait qu'il achetait juste les 3 tonnes de cacao pour les revendre 1 heure plus tard. Et c'est un vrai problème aujourd'hui sur les questions de sécurité alimentaire, c'est que sur ces marchés de commodités où on va échanger du blé, du cacao, du sucre, etc., ben en réalité, on a complètement perdu le sens qu'on discutait de biens alimentaires, et donc on achète des titres qu'on va revendre en espérant générer un profit un peu plus tard. Et cette histoire du type qui, d'un coup, demandait à se faire livrer les 3 tonnes de cacao qu'il avait achetées, et les gens se disaient, c'est de la panique à bord, où est-ce qu'on va trouver 3 tonnes de cacao à livrer pour demain? C'est quand même une grosse masse de cacao. Et bien d'un coup, on voit très bien à quel point l'économie s'est complètement détachée des réalités locales. Aujourd'hui, quand on regarde le montant gigantesque de l'épargne des Français, qui a tendance à augmenter chaque année parce que les Français ont peur de l'avenir, donc ils épargnent de plus en plus, c'est entre 6 000 et 8 000 milliards d'euros dans les banques françaises, sans compter l'argent planqué au Luxembourg et en Suisse. C'est considérable. Aujourd'hui, on a M. Lecornu qui peine à trouver 44 milliards d'euros pour boucler son budget. Dans les banques, l'épargne des Français, c'est entre 6 000 et 8 000 milliards d'euros. Rien que l'assurance vie, leur produit d'épargne préféré, c'est 1 800 milliards d'euros. Et où part cet argent? Il part pour un tiers dans l'économie américaine. Est-ce que les gens qui ont une assurance vie ou un plan d'épargne logement savent qu'un tiers de l'argent qu'ils ont mis à la banque finance des entreprises américaines? Est-ce qu'ils savent que cet argent finance des projets d'expansion gazière, pétrolière ou même charbonnière? Est-ce qu'ils savent que cet argent finance des projets de déforestation et d'exploitation des populations indigènes aux 4 coins du monde? Ils n'en ont aucune idée. Et je pense que s'ils savaient, ils seraient très fâchés sur leurs banquiers et qu'ils demanderaient immédiatement
de réinvestir leur argent dans des entreprises qui sont près de chez eux, dans les dizaines, centaines, milliers de Duralex que compte la France. Et c'est ce que vous disiez déjà, François, puisque j'ai déjà eu le plaisir de vous recevoir. Vous nous expliquiez dans une conférence précédente, ça se passait à Avignon aussi, c'était lors de Fête Éco en mai dernier, que finalement, ça valait vraiment le coup d'être sociétaire, actionnaire des entreprises, parce que ça permettait d'aller à l'Assemblée générale. Et vous invitiez toute la salle, et peut-être ça peut être le cas pour les coopératives aujourd'hui, eh bien de prendre des parts dans les sociétés pour aller aux Assemblées générales, et donc aller vérifier ce qui se passe pour pouvoir ensuite... C'était l'idée que faire j'avais changer donnée les aux choses. ONG, notamment encore au moment de la crise du Covid. Les actions de toutes les grandes entreprises françaises avaient plongé, et j'avais dit à Greenpeace ou WWF, achetez massivement des actions de Total Energy. Vous allez pouvoir participer à l'Assemblée générale, vous allez pouvoir les engueuler sur leur stratégie climatique et vous allez pouvoir vraiment influer sur la stratégie de Total Energy. Ce que je souhaite, moi, c'est pas que Total Energy disparaisse et que tous ses salariés se retrouvent au chômage, c'est que Total Energy devienne un leader de la transition énergétique. Sauf que pour le moment, c'est pas le cas parce qu'ils sont obnubilés par des questions de profit à court terme et qu'aujourd'hui, le baril de brut leur apporte beaucoup de profit à court terme. Mais si, effectivement, on parvenait à développer effectivement une capacité d'influence suffisante, notamment dans les assemblées générales, c'est important. Et beaucoup de gens, il y a beaucoup de Français qui possèdent des actions des entreprises, ils ne pensent jamais qu'ils ont le droit d'aller à l'Assemblée générale et que donc de ce fait, ils sont copropriétaires de l'entreprise dont ils détiennent des actions. Vincent Martini. Rapidement sur la question, mais en un mot, parce que je voudrais répondre aux questions suivantes, mais que vous posiez sur la question du local. En fait, le mot local, vous savez, dans mon jargon, dans notre jargon professionnel, il y a un autre mot qui correspond un peu à ça, c'est aussi le mot de la question de la souveraineté. Vous savez, c'est un terme qui traîne en ce moment, mais la souveraineté, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ceux qui l'emploient, c'est plutôt des gens qui sont plutôt des nationalistes, les gens qui veulent au contraire fermer les frontières. Mais il y a, dans l'idée du terroir, dans l'idée du local, du produire local, il y a aussi une idée dont on parle souvent, de la souveraineté alimentaire, par exemple, qui est de dire, moi, j'ai pas envie d'importer des poulets aux hormones qui viennent du Brésil, j'ai pas envie de faire venir mon blé de 8000 km avec des coûts d'émissions très importants. C'est-à-dire, moi, je préférerais qu'on produise dans des circuits courts. Et cette question de la souveraineté, je pense qu'elle doit être travaillée de manière beaucoup plus large. Lorsque certains acteurs politiques disent qu'il faut une souveraineté industrielle ou une souveraineté alimentaire, encore une fois, on peut séparer le bon grain de l'ivraie. Ce qui est paradoxal, c'est ceux qui défendent le plus la souveraineté sont ceux qui sont le plus prêts à faire venir les produits de loin. Vous avez remarqué ça, hein, ça les intéresse pas du tout, ça, de savoir d'où vient... parce qu'au contraire, ils vont défendre Chine, parce que Chine, c'est pas cher. Donc là, c'est un peu l'idée que c'est bien, tant pis si ça pollue les sols pour 1000 ans et que les gens meurent de porter des fringues merdiques. La question de la souveraineté, en fait, alimentaire, elle est absolument essentielle. Je vous le dis d'autant plus que, par exemple, moi, ça se voit, évidemment, je suis originaire d'une petite île qui s'appelle La Réunion. Donc, comme vous avez remarqué tout de suite. Et en fait, dans cette île, la question de la souveraineté alimentaire, elle est essentielle. Quand moi, je suis né, à la fin des années 70, par exemple, La Réunion produisait 15% de son alimentation. Aujourd'hui, c'est 65%. Moi, je vois ce que ça fait comme différence dans une société qui produit elle-même l'alimentation qu'elle consomme. Il se trouve que dans ma vie, j'ai travaillé un peu aux Antilles. Là, c'est l'inverse. L'alimentation, la souveraineté alimentaire, c'est un tiers. C'est-à-dire que vous allez dans des supermarchés dans lesquels vous achetez des poulets congelés qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Donc la question de la souveraineté, j'y suis moi très sensible. Je pense que c'est ce terme qu'on devrait employer. Il y a un livre en préparation d'un haut fonctionnaire qui s'appelle Sébastien Soriano et qui essaye de réfléchir à l'idée de souveraineté comme une idée ouverte, une souveraineté, qui serait synonyme de liberté, qui serait synonyme, pourquoi pas, d'Europe. Et qui ne serait pas cet enfermement dans le souverainisme, que de la même manière qu'il y a le patriotisme et le nationalisme, il faudrait qu'on réfléchisse à cette idée de la souveraineté, parce que dans le terroir, il y a évidemment la terre qui ne ment pas chez Maurras, mais il y a aussi le terroir, celui de la France où il fait bon vivre, celui qu'on défend, celui des AOC, celui des endroits où justement on peut tracer la qualité de ce qu'on mange, par exemple. Et ce qui est vrai pour, évidemment, l'alimentation est vrai pour le textile. On sait très bien qu'un des gros problèmes en France, c'est qu'on ne fabrique plus assez de choses. Les Italiens fabriquent des choses, les Allemands fabriquent des machines. Nous, on fabrique de moins en moins de choses. C'est pas forcément l'industrie lourde, c'est aussi ça, la souveraineté. Je pense qu'il faudra qu'on y réfléchisse. Le textile est, encore une fois, un bon exemple. Et depuis le Covid, forcément, c'est un mot qui résonne. On se souvient des pénuries de médicaments, ça arrive encore. On les produit pas beaucoup chez nous. Bon, il y a cette question-là. Depuis, ça n'a pas beaucoup quand même avancé. On espère effectivement que ça va accélérer. Une autre question. Julien, je suis désolé, Oui, mais moi, je vais devoir vous laisser parce que je dois attraper un train pour aller lever de l'argent pour des bourses d'étudiants. Je vous laisse avec Vincent qui, lui, passe la nuit à Avignon, donc vous l'avez jusqu'à demain matin. Merci François Gemène.
Et on va prendre une autre question. J'en profite le temps qu'on se rapproche du micro pour dire que vous retrouvez les interviews avec François Gemène sur Sans Transition. On en a plusieurs, en vidéo notamment. Oui, monsieur. Je voulais juste revenir sur le récit. Vous en avez beaucoup parlé. Et ma question, c'est, selon vous, c'est à qui de concevoir, d'inventer ce récit et de le porter? Est-ce que c'est à l'État, au gouvernement, et que donc il faut pousser ce gouvernement à réfléchir à un récit, voire renverser la table et renverser le gouvernement et faire la révolution? Ou est-ce que c'est à l'inverse? Est-ce que finalement ces temps nouveaux qui sont déjà en marche, en fait ils sont en marche localement justement, pour rebondir sur la question d'avant, et est-ce qu'on ne peut pas croire ou espérer que la partie, l'extrême État, gouvernement, etc., c'est déjà en train de mourir, et que ces temps nouveaux, ils sont déjà en train de naître localement dans la société civile? Pour exagérer un petit peu. Oui, merci de votre question. C'est une très bonne question parce qu'elle est assez centrale dans notre livre. D'ailleurs, je vais vous répondre en vous disant que dans le livre, on raconte que la convergence des luttes ou le grand soir, c'est une expression qui fleure bon les 30 Glorieuses, déjà. Donc, ça, un élément de réponse. Mais qu'à l'inverse, le chapitre que je rédige à la fin, qui est un peu ma spécialité de recherche quand je ne travaille pas sur les 30 Glorieuses, il s'appelle L'homme providentiel contre la démocratie. Donc ça vous donne déjà un élément de réponse. C'est l'idée que, évidemment, en réalité, moi je m'intéresse beaucoup au récit collectif. Et je pense qu'une des grosses erreurs, et je crois que c'est assez français par rapport à nos voisins, c'est que nous faisons une confiance excessive à l'État et aux politiques pour inventer les récits qui sont censés nous structurer. Alors qu'en réalité, lorsque vous observez l'histoire politique des 50 dernières années, les récits ont souvent été cofabriqués avec la société. Il y a un moment fondateur qui est le moment gaulien où le récit vient d'en haut. Il est complètement dominant, complètement plongeant. Parce que la France est dans un moment de tel doute sur elle-même qu'elle se donne, entre guillemets, à un homme qui l'a sauvée, etc., quelques années précédemment. Je pense qu'il faut plutôt s'inspirer de la période des années 70. Alors là on est dans les 30 Glorieuses, mais plutôt dans des récits d'autogestion, etc., dont il ne faut pas garder, je crois, le côté libertarien, c'est-à-dire l'idée qu'on n'a pas besoin de la politique, on n'a pas besoin de l'État, on peut s'organiser entre nous. Ça, je pense que c'est un peu une illusion dont on voit les limites avec les géants de la tech. Vous savez que la tech, l'origine de la contre-culture de la tech, c'est les hippies. Au départ, vous savez, la tech en Californie, ça je vous apprends peut-être quelque chose que vous saviez déjà, c'est que dans les années 60, ce qu'on appelle le mouvement hippie, qui est le mouvement libertarien, va se séparer en deux. Un mouvement qui va vivre dans des huttes avec des cheveux longs et qui va mourir finalement dans l'opposition à la guerre du Vietnam et les répressions qui vont s'en suivre. Et un autre mouvement qui va dire on n'a pas besoin de l'État. On n'a pas besoin de l'État, nous on va créer des structures entrepreneuriales qui vont permettre de créer des contre-sociétés. Et donc Steve Jobs, Bill Gates, ils sont complètement nés dans cette idée-là. C'est-à-dire ils sont de cette génération-là, ils vont grandir un peu comme des hippies dans les années 60, et à un moment ils vont prendre l'autre tournant du libertarianisme en disant on n'a pas besoin de l'État, nous on va créer des empires et on va s'organiser entre nous. Au départ, ça donne Mac, qui est plutôt une boîte au départ assez sympa, dans l'idée qu'on fait un contre-modèle. Vous vous rappelez peut-être la pub la plus connue de Mac, c'était pour que 1984 ne ressemble pas à 1984. C'était l'année, donc 84, la sortie du nouveau Macintosh, l'idée d'un monde en couleur qui s'oppose au récit de l'État. Et qu'est-ce que devient Macintosh? L'empire du mal, quoi. Vous savez comment ils les appellent, Macintosh, à Silicon Valley, moi j'y suis allé il y a 2 ans, ils les appellent Dark Vador. C'est-à-dire pour eux, c'est vraiment le Jedi qui est passé de l'autre côté. Et d'ailleurs, tous les empires de la tech, dont parle Giuliano d'Ampoli, parfois avec excès, mais aussi avec un certain talent, ce sont des gens du modèle libertarien qui disent on n'a pas besoin de la politique. Et quand il faudra dealer avec elle, on dealera à égalité. Est-ce que vous savez, par exemple, que l'entreprise Macintosh, l'entreprise Apple, elle gère son taux d'imposition directement avec le gouvernement américain qu'elle négocie. Négocier un taux d'imposition, puisque de toute manière, jusqu'à il y a 2 ans, 90% de son impôt passait par Dublin, donc elle était exemptée d'impôts. Elle payait moins d'impôts qu'une entreprise 100 fois moins grosse qu'elle aux États-Unis. Donc non, l'autre option n'est pas non plus, je crois, l'option du futur, c'est-à-dire que l'option du modèle européen, c'est quand même une option plutôt d'un dialogue entre la société et l'État. En revanche, je pense que le récit vient d'abord de la société et ensuite il monte à l'État. C'est comme ça qu'il faut le voir, plutôt que l'inverse. Il faut sortir et du mythe d'une société qui vivrait sans appareil politique,
parce que, encore une fois, il faut un système d'organisation pour fédérer, réguler, etc., encadrer. Et de l'autre, il faut sortir du mythe de l'homme providentiel et d'une apparatus politique qui dominerait complètement le système et qui nous déresponsabilise. C'est pas de notre faute, c'est Macron. Bon. Ce récit, il est tentant, évidemment. Moi, je le comprends. Je fais partie des gens, vous n'avez qu'à lire ce que j'écris. Je ne suis pas un grand turiféraire du président actuel et de sa pratique du pouvoir. Mais en revanche, je pense qu'il y a vraiment une errance à penser que tout est de la faute du politique et que nous n'avons, nous, aucune responsabilité. Non pas comme une faute, mais comme un pouvoir. Et ça, je crois que c'est ça qu'on essaie de défendre dans ce livre. Nous avons le pouvoir, collectivement, de changer les choses. Et à ce titre-là, on n'est pas seul. Tout seul, on n'y arrivera pas. Mais ensemble, et en poussant évidemment dans l'espace public ces idées-là, c'est là où ces idées prennent et finissent par être emparées par des acteurs politiques. Et ce sera le mot de la fin. Merci Vincent Martini, on peut l'applaudir. Est-ce qu'il serait possible Et on va prendre juste... de poser une question, oui. Une dernière. C'était pas l'idée, mais on peut se le rendre possible. Voilà. Alors, vu que vous prenez la parole, on vous écoute, mais très brièvement par contre. Voilà, très brièvement. C'était juste, vous parlez, est-ce que vous parlez dans votre livre de la fracture énorme qui existe aujourd'hui entre des élites éduquées et qui ont les capitaux et une base qui souffre beaucoup. L'élite est mondialisée, la base est repliée sur ses terres, et c'est finalement le problème principal, puisque Trump est élu à cause de ça, parce que peut-être que demain on aura l'extrême droite en France, et tous les problèmes dont on parle sur des détails, finalement, la transition écologique, elle se fait plus aux États-Unis, parce que c'est le problème numéro, comme disait je ne sais plus qui, c'est la contradiction principale. Et c'est bizarre que vous n'en ayez pas parlé, parce que c'est ce qui conditionne, pour moi, tous les autres derrière. Merci de votre remarque. Bon, le livre ne fait que 250 pages. Alors, il y a tellement de sujets dont on aurait dû parler qu'il devait en faire 1000 au moins. Mais oui, non, mais je suis complètement d'accord. Je me rappelle une conférence, alors je ne cite pas souvent ce nom, mais je me rappelle une conférence assez maligne de Jacques Attali il y a quelques années, où il disait dans le monde de 2050, il se projetait, il y a quelques années, c'était en 95 de souvenir. Il disait dans le monde de 2050, la population sera répartie en 3. Il y aura, je me rappelle, il dit 100 millions d'hyper riches. Des gens qui auront une espèce de vie, qui s'afficheront sur tous les écrans comme un modèle de société, mais hyper riches, nous vivons dans des îlots, etc., etc. De l'autre côté, il y aura 3 ou 4 milliards d'hyper pauvres, super nomades, pauvres, complètement laissés de côté. Et au milieu, vous aurez 2 ou 3 milliards de gens qui vont regarder les hyper riches à la télévision tout en craignant dans leur vie quotidienne de ressembler aux hyper pauvres. Donc évidemment, ce que vous dites, c'est exactement ça. Évidemment, et la démocratie est attaquée des deux côtés. Attaquée par les pauvres qui se disent, du moment qu'il y a des démagogues, qu'on y profite, et puis les riches qui se disent, oulala, la démocratie, on va perdre si on continue comme ça, donc il faut... Alors, vous avez et accessoirement, dans les scopes, qu'on soit polytechnicien ou qu'on soit ouvrier, on a une voix. C'est des sociétés de solidarité sociale. Parce que quand même, ça devient très dur autrement, les rapports sociaux actuels. Je suis d'accord avec vous, simplement en un mot pour dire que, justement, nous avons une tendance à nous projeter dans l'avenir que de manière négative. J'ai parlé de 2050 dans le scénario de Jacques Attali. Certains pourraient tendance à dire, on y est déjà, mais en fait, on n'y est pas encore. Ça, c'est vraiment, il faut se dire ça. Pour observer la société française assez attentivement et puis essayer de circuler avec ce livre et d'autres, il y a encore un centre névralgique dans la société qui n'est pas encore totalement dans l'hyper-pauvreté et qui n'est pas dans l'hyper-richesse. Donc c'est cette force-là, motrice de la société, qui doit s'emparer de ces problématiques pour en faire autre chose et faire en sorte que 2050 ne soit pas 1984. Ça, ce serait pas mal, effectivement. Et on va poursuivre avec des dédicaces avec Vincent Martini. Applaudissez-le une dernière fois, s'il vous plaît.